La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 8 novembre 2024. Il s'appelle ce matin, le S&P 500 se voit bien à 6000 points pour le week-end. Pour démarrer, je tenais à remercier Jordan Dufay qui a assuré l'intérim sur la chronique écrite ces 2 derniers jours pendant que je vadrouillais du côté de Paris. On reprend donc aujourd'hui le rythme normal avec une chronique écrite et une chronique audio en podcast. Le triomphe électoral de Donald Trump et une réunion de la Fed parfaitement en ligne avec les attentes des financiers permettent au marché de continuer sur leur lancée. L'indice S&P 500 est d'ailleurs en passe de dépasser la barre symbolique et inexplorée des 6000 points, 9 mois seulement après avoir allègrement effacé celle des 5000. Wall Street qui vient donc d'enquiller une 3e séance de progression dans le sillage de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. La situation aurait-elle été différente si le camp adverse l'avait emporté ? Eh bien, je laisse la réponse à ceux qui possèdent des talents divinatoires comme des marabouts, des pythis, des vaudous, voire un Christ cosmique. La seule chose qu'on peut dire, c'est que pour le moment, tout le monde est beau et dynamique. Même le patron de la Fed, Jerome Powell, pense que le retour du républicain à la Maison-Blanche au début de l'année prochaine n'aura pas beaucoup de conséquences, en tout cas à court terme. C'est ce qu'il a dit hier soir en parallèle de l'annonce d'une baisse des taux de 25 points de base, comme cela a été attendu pour la Banque centrale américaine. Aux États-Unis, on a donc un coût de base de l'argent qui redescend dans la fourchette 4,50 à 4,75%. Pour autant, la politique monétaire reste restrictive, a rappelé Powell, tout en reconnaissant que l'économie se porte plutôt pas mal et que les attentes d'inflation sont modérées à ce stade. En d'autres termes, tout va plutôt bien. Interrogé sur sa situation personnelle, le président de la Fed ne s'est pas dérobé en affirmant qu'il ne démissionnera pas même si Donald Trump le lui demande. Il faut dire que ces deux-là ont une relation pour le moins compliquée. C'est Donald qui avait nommé Jérôme lors de son premier mandat sans imaginer que Jérôme placerait l'indépendance de l'institution au-dessus des directives du président des États-Unis. Il y a d'ailleurs eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, de savoureux échanges entre les deux hommes, notamment des attaques ad hominem de Donald Trump via Twitter sur le patron de la Fed, Jerome Powell. En attendant de savoir si les joutes vont reprendre, les investisseurs font plutôt confiance aux lignes directrices pro-business de Trump. D'ailleurs, je le disais en préambule, l'indice le plus suivi à Wall Street, le S&P 500, est aux portes des 6000 points après avoir gagné 0,8% hier. Je me souviens d'avoir cherché une illustration pour le franchissement des 4000 points et c'était en avril 2021, j'ai vérifié ça. Et depuis, bien sûr, les 5000 points ont été effacés en février dernier et les 6000 sont donc à portée de séance. Petit rappel statistique, il a fallu 16 ans entre 1998 et 2014 pour que le S&P 500 passe de 1000 à 2000 points. Il a fallu 50 plus pour qu'il atteigne 3000 points, c'était le 26 juillet 2019. L'indice est donc en passe de doubler à nouveau en un peu plus de 5 ans. Et là, comme dirait mon voisin Émile, eh ben oui, couillon, c'est normal qu'on les passe plus vite, ces niveaux symboliques. Il faut que 20% pour aller de 5000 à 6000 alors qu'il faut 66% pour aller de 3000 à 5000. On t'apprend rien à l'école des baveux ? Il a raison Émile, mais bon, le cap des 6000 points, c'est quand même un cap symbolique important pour les investisseurs. D'ailleurs, même l'Europe a fini par se laisser embringuer. La veille, les indices du vieux continent avaient fait mine de s'enthousiasmer pour la victoire républicaine avant de se ramasser en beauté. Eh bien, hier, ils ont repris du poil de la bête. Le DAX allemand a gagné 1,7%. Il faut dire qu'il a particulièrement brillé après l'éclatement de la coalition au pouvoir. Les spécialistes estiment que cela pourrait entraîner une motion de censure et le marché fait le pari d'un renforcement des conservateurs avec un plan de relance en Allemagne. Le CAC 40 français, lui, il a profité du retour en grâce de son compartiment du luxe pour s'offrir une belle hausse, en dépit, cela dit, du plongeon de Legrand après des trimestriels décevants et du gadin du secteur bancaire qui a été emporté par les chiffres médiocres du Crédit Agricole. On notera quand même que malgré la hausse de la veille, on navigue toujours un peu à vue sur la place parisienne. Pour revenir sur la séance du jour, il y a eu pas mal d'annonces de résultats d'entreprise depuis hier soir. On a eu quelques déceptions aux États-Unis, notamment The Trade Desk, Airbnb, Pinterest ou encore Capri Holding. Et des entreprises emblématiques en Europe ont publié ce matin, notamment la compagnie financière Richemont dans le luxe. Les chiffres sont un peu courts par rapport aux attentes, mais sans grande surprise par rapport à ce qu'on a vu chez la concurrence. En Chine, la réaction politico-financière au retour de Donald Trump est assez singulière. Le marché sait que le renforcement des murailles contre l'export chinois est à l'ordre du jour, mais il espère que cela forcera Pékin à accroître ses mesures de soutien. Il en résulte une sorte de théorie fumeuse selon laquelle tout ça pourrait profiter au marché chinois. On verra de quoi il retourne. En tout cas, malgré une petite contraction sur cette séance de vendredi, l'indice MSCI China a gagné 3,5% sur la semaine. C'est tout simplement sa meilleure performance des 5 dernières semaines. J'ajoute que le Parlement chinois doit
soit entériné plus tard dans la journée des dépenses importantes selon les rumeurs qui circulent. Côté Asie-Pacifique ce matin, le Topix japonais clôture en baisse modérée, la Corée du Sud et l'Inde évoluent elles aussi en légère baisse, c'est plus dynamique à Taïwan plus 0,6%, c'est l'Australie qui gagne la palme ce matin plus 0,8% grâce aux minières et aux financières qui ont le vent en poupe. Les indicateurs d'indice européens, eux, ils sont légèrement haussiers. Côté actu des sociétés en France d'abord, la DRH de LVMH, Chantal Gamperl, 17 ans de maison, aurait été mise à pied après plusieurs mois d'enquête, a révélé la lettre. Pour Alpha Value, un rapprochement entre Carrefour et Jerónimo Martins aurait du sens. ArcelorMittal pourrait augmenter sa production d'acier en Ukraine si la situation se stabilise. Euronext a revu en hausse son objectif de chiffre d'affaires et annonce un plan 2027. Aperam vise une hausse de son EBITDA au T4 par rapport à un T3 légèrement supérieur aux attentes. Bureau Veritas a émis 500 millions d'euros sur 7 ans à 3,125%. Moody's a attribué à la Française des Jeux la note de crédit long terme Baa1 avec une perspective stable. JC2Co anticipe une croissance organique modérée à un chiffre au T4. Ayvens, la filiale de la Société Générale qu'on connaissait auparavant sous le nom ALD, donc de leasing automobile, intéresserait des acquéreurs comme Blackstone selon les informations de Bloomberg. Par ailleurs, GL Events cède CCC, Bonduel confirme ses objectifs de vente et de résultats opérationnels courants, Fleury-Michon vend ses plateaux repas en Île-de-France, Valbiotis va commercialiser Valbiotis Pro Santé Métabolique en février-mars 2025 sur le marché français et PrediLife filialise sa filiale Mamorisk sur la base d'une valorisation de 202 millions d'euros. Les principales publications du jour en France, Equasense, Aquel, Aurea, Ventiva, Exaon, Genfit, Énergie, Avenir Télécom, Walix, Selena Santé, IT-Link, Prismaflex, Banijay, Ramsay Général de Santé, Delta Plus, etc. Ailleurs en Europe, le London Stock Exchange envisage de modifier ses règles afin d'ajouter des actions en devises étrangères aux indices britanniques. Leonardo a confirmé ses prévisions 2024. Grifols est en passe d'atteindre ses objectifs annuels malgré une baisse des bénéfices au T3. Nexi a publié au-dessus des attentes et le bénéfice d'exploitation de Pirelli au T3 dépasse les prévisions. Par ailleurs, AMS Osram sabre dans ses effectifs. Les principales publications du jour en Europe, Richemont, Ricordati, International Consolidated Airlines Group et InPost. En Amérique du Nord, les sociétés qui progressent hors séance après leur trimestriel, c'est Axon, plus 11%, Expedia, plus 5%, Lucid, plus 5% et Rivian, plus 2%. On a pas mal de baisses en revanche après les publications depuis hier soir. Pinterest à moins 12,6%, Trade Desk à moins 10, Capri moins 7, Cloudflare moins 6,5, DraftKings moins 6, Airbnb moins 5, Arista moins 4, Fortinet moins 4, Monster Beverage moins 3 et Block moins 2. Boeing devrait verser les salaires des travailleurs qui avaient été mis au chômage selon les dernières rumeurs. BlackRock attend pourparlers pour acquérir une participation minoritaire dans le fonds spéculatif Millennium selon le FT. Selon le Wall Street Journal, Icahn envisage d'augmenter sa participation dans le raffineur de pétrole CVR Energy. Procter & Gamble et Unilever sont confrontés à des risques dans le cadre de la proposition de Trump concernant le droit de douane sur le Mexique. Et sur l'agenda des publis en Amérique du Nord, on a Constellation Software, TELUS, Baxter, Energy, Herbie Global ou encore CNH. Enfin, dans le reste du monde, l'action Nissan s'effondre après l'annonce du licenciement de 9000 personnes, la réduction de 20% des capacités de production et le projet de cession d'une partie de sa participation dans Mitsubishi Motors. KKR devient le principal actionnaire de Fujisoft après son OPA et Kioxia devrait déposer une déclaration d'enregistrement en vue de son IPO en décembre à Tokyo, a appris Reuters. Voilà, c'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.